Ouvrons le journal avec les titres. La mission évangélique La puissance de la parole de la prophétesse Sarah Epono a célébré ses 16 ans d'existence lors d'un culte spécial le samedi 10 juin 2017. C'était à Abobo. En Afrique, Burundi, une délégation se rendra à l'ONU. Kenya, un immeuble s'effondre, plusieurs disparus. À l'international, la Hongrie adopte une loi controversée sur les ONG. Terminant sport mondial 2018, Saranx veut éviter le piège du gigantisme. Bienvenue à tous, c'est toujours un réel plaisir de vous présenter ce point de l'actualité. Débutons en religion. La mission évangélique La puissance de la parole, MEPP, de la prophétesse Sarah Epono a célébré ses 16 ans d'existence lors d'un culte spécial le samedi 10 juin 2017, c'était à Abobo. Ce culte intitulé Faveur de Dieu, extension, a été marqué aussi par une remise de dons. La mission évangélique La puissance de la parole a exprimé sa reconnaissance à Dieu ce samedi 10 juin 2017 à l'occasion d'un culte d'action de grâce pour marquer ses 16 ans d'existence. Derrière la prophétesse Sarah Epono, leader des églises MEP, les chrétiens venus des 3 champs de mission ont exprimé leur gratitude dans l'adoration et la louange. En 16 ans de mission et de ministère, la faveur de l'Éternel n'a pas fait défaut à la MEP, d'où le thème choisi pour cette célébration, la faveur de Dieu, extension. Ce thème a été développé par un père dans la foi, le révérend Gervais Oku. Il faut que l'église y vienne les dimanches. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il faut qu'il y ait ainsi parle. Quand il n'y a pas ça dans l'église, laisse on dire au s'asseoir. Laisse on voir. Ce message de révélation a été suivi d'une action prophétique et des prières pour l'extension de la mission évangélique La puissance de la parole. Nous voulons proclamer l'extension de cette mission par ta faveur. Nous voulons proclamer que les bornes qui nous étaient imposées sont levées par ta faveur. Nous voulons proclamer que les forces vives qui sont posées à la vie de cette église, qui sont posées à la vie de cette mission, sont découlées au nom de Jésus-Christ. En obéissance à la parole de Dieu qui stipule que la religion pure consiste à assister les veuves et les orphelins, la MEP a concrétisé sa reconnaissance à Dieu par des dons à plus de 200 familles de la mission. Nous avons bien voulu marquer cette 16e année par un moment de reconnaissance à Dieu. Parce que nous croyons que Dieu a été avec nous depuis près de 16 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui. Il a été avec nous. On a vu sa main se manifester, on a vu sa gloire à une certaine dimension. Il était très important de poser cette action. Avec la prophétesse Sarah Epono, la MEP compte poursuivre son extension en Côte d'Ivoire et au-delà. Le dimanche 11 juin 2017, le Centre de Solutions Chrétiennes a organisé un culte spécial de célébration de ses 15 ans d'années d'existence. Plusieurs hommes de Dieu ont participé à cette fête. Suivant. Fanfares, louanges, dédicaces, sketchs, ballets et prestations artistiques étaient au menu du culte spécial organisé par le Centre de la Solution Chrétienne de Cocody. En effet, le dimanche 11 juin 2017 marquait la célébration des 15 ans d'existence du Centre de la Solution Chrétienne basé à Cocody. D'éminents serviteurs de Dieu invités ont effectué le déplacement pour participer à cette célébration, au nombre desquels le révérend pasteur Samuel Monté, pasteur fondateur de l'église évangélique La Bénédiction. 15 ans n'est pas petit. 15 years is not a small thing. Nous nous réjouissons avec vous. And we are rejoicing with you. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de grandes choses. What I want to say is there is greater things coming. Et ce que Dieu
a planifié pour vous, personne ne peut. And what God planned for you, nobody can destroy it. L'importance de la reconnaissance à Dieu, tel était le thème de l'exhortation du prophète Godwin Simeon Etienne, introduit au pupitre par le pasteur principal, l'apôtre Florence Ofori-Atta, succédé par l'apôtre Georges Assaré, invité spécial de ce grand moment qui a également enseigné le peuple de Dieu. Autre articulation de ce culte spécial, l'ordination de maman Florence Ofori-Atta par son père spirituel, le révérend apôtre Georges Assaré, en tant que prophétesse et mère apôtre. She will not pray. Elle ne priera pas. She will decree a thing. Elle décrétera And it shall happen. et ces choses arriveront. She will speak a word. Elle déclarera And with this holy oil, avec cette huile sainte may God anoint you. que Dieu soigne Glory with honor, with gloire, glory. d'honneur, de pouvoir. May you be saturated. Maman Florence Ofori-Atta n'a pas manqué d'exprimer sa joie et sa reconnaissance à l'Éternel. Today is a great day. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Just as you see, it's our 15th year anniversary Juste comme vous l'avez vu, c'est notre 15e année Christian d'anniversaire Solution Center. du Centre international de solutions chrétiennes. 15 years, it's not 15 days. 15 ans, c'est pas 15 jours ou 15 heures. We have gone through ups and downs, Nous avons traversé des hauts et des bas, but the Lord has been faithful. mais le Seigneur a été fidèle. The Lord has really been Le faithful. Seigneur a réellement été fidèle. C'est dans la sous-préfecture d'Akoupé, en Côte d'Ivoire, que l'ONG Gaïa a organisé le Festiplan, le premier festival panafricain de promotion de la forêt et du développement durable. Une rencontre qui s'est achevée sur une note festive. Yadio, village de la sous-préfecture d'Akoupé. L'ONG Gaïa œuvre pour la sauvegarde de l'environnement. Illustration, une cérémonie de planting d'arbres en présence des autorités administratives et coutumières. Aujourd'hui, la forêt tend à disparaître. Et nous autres, exploitants forestiers, notre métier est régi par l'arbre. Et je constate que depuis plus de 10 ans, l'ONG Gaïa œuvre à la reconstruction du couvert forestier. Donc c'est à encourager. L'ONG Gaïa, représentée sur l'ensemble du territoire ivoirien, a procédé jusqu'à ce jour à plus de 3500 hectares de reboisement. Nos parents qui sont encore pour la destruction de la forêt, qui songent à reboiser. En tout cas, un citoyen, un arbre, pour que nous retrouvions notre saison d'avant. Le président d'honneur de l'ONG, le capitaine Seka Germain, pour planter le décor, a traduit tout l'intérêt que porte l'ONG Gaïa à la pérennisation et la sauvegarde de notre environnement. L'ONG Gaïa, cette année, voudrait encore une fois continuer ses reboisements dans le domaine rural et forêt classée. Donc nous avons un programme de 500 hectares cette année. L'ONG Gaïa a décidé de mobiliser tous les fils, toutes les filles du canton Kétin à continuer à reboiser dans le domaine rural et forêt classée. Visite des nouveaux locaux et une vaste opération de planting d'arbres soutenue par le commandant des eaux et forêts de la localité. Un tournoi de football a mis fin à cette cérémonie qui annonce le Biokose Festiplan, festival gastronomique de planting d'arbres d'Akoupé, qui aura lieu du 29 au 30 septembre 2017. En Afrique, à présent, le Burundi comparaîtra à l'ONU à l'occasion de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme de l'organisation. Cette rencontre vise à mettre en place des solutions efficaces pour sortir de crise. Le gouvernement burundais devra se justifier à Genève les 14 et 15 juin prochains. À l'occasion de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un rapport oral sur les conditions de vie des Burundais sera présenté. Celui-ci vise à dénoncer la crise burundaise et le non-respect des droits de l'homme au Burundi. La première attente, c'est qu'il y ait un rapport exhaustif de ce qui se déroule sur terrain sans faux-fuyant. Parce que les institutions de facto ont l'intention de cacher le mal qui ronge le peuple burundais aujourd'hui. La deuxième attente, c'est qu'il y ait condamnation ferme des violations massives des droits de l'homme qui continuent au Burundi. La troisième, c'est que le peuple burundais et l'opposition du Burundi
espère qu'à l'issue de cette session, il y aura des mesures concrètes qui seront prises pour faire arrêter cette violation des droits de l'homme qui endeuille le Burundi depuis bientôt 2 ans et demi. Du côté du gouvernement, on dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par l'Occident. Le rapport oral qui sera présenté lors de la réunion dresserait un tableau inquiétant sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Une situation que Bujumbura conteste vivement. Il généralise en disant que les droits de l'homme ne sont pas respectés. L'important, c'est l'attention que le gouvernement réserve à ces violations des droits de l'homme. Le gouvernement suit de très près le respect des droits de l'homme et quand il y a violation, les faits de ces violations sont punis conformément à la loi. Depuis 2015, le Burundi fait face à une crise politique liée à la réélection du président Nkurunziza pour un 3e mandat. Une présidence que l'opposition et une partie de la population dénoncent activement. Le Soudan est un carrefour pour les migrants érythréens qui veulent rallier l'Europe. Mais ce rêve peut souvent virer au cauchemar quand ces migrants sont enlevés par des tribus une fois la frontière passée. Dans ce camp de l'état de Kassala, au nord-est du Soudan, près de 30 000 personnes attendent leur destin. Beaucoup ont fui l'Érythrée voisine et sont entrés illégalement au Soudan avant d'espérer rejoindre l'Europe. Après passer la frontière, certains ont été kidnappés par la tribu bédouine des Rachaïda. Après 5 jours en captivité, nous avons été secourus. Nous avons fui l'Érythrée parce que nous voulions la liberté. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons été capturés par les Rachaïda. D'après les forces de sécurité soudanaises, des dizaines d'Érythréens essayent d'entrer au Soudan chaque jour. Et traverser à pied peut prendre des semaines. Ils fuient l'un des régimes les plus répressifs du monde qui impose un service militaire universel et sans limite de durée. L'armée érythréenne a ses agents partout et ils peuvent nous attraper, nous renvoyer là-bas. Ce n'est pas sûr pour nous d'être ici pendant longtemps. Le Soudan est un pays de transit clé sur la route de l'Europe. D'après l'ONU, au moins 108 000 Érythréens sont actuellement dans le pays. Ils passent ensuite en Libye ou en Égypte avant d'embarquer pour une traversée périlleuse de la Méditerranée. Pour réduire le trafic, les forces soudanaises ont augmenté le nombre de patrouilles le long des 600 km de frontières. La frontière est longue et difficile. Le Soudan ne peut pas la garder seule, même en déployant toutes ses capacités. Il ne peut pas la surveiller. Nous avons besoin d'une coopération internationale. Le trafic des migrants serait devenu un commerce de plusieurs millions de dollars. Dans les camps, les Érythréens disent vivre dans une peur permanente d'être envoyés chez eux. Certains ont payé des milliers de dollars pour traverser et beaucoup ont encore l'espoir d'atteindre l'Europe. Le Maroc a réaffirmé sa volonté d'éradiquer le travail des enfants à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Le Maroc a mis en place des mesures pour bannir cette pratique. Le Maroc renforce son dispositif d'accompagnement des enfants travailleurs. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants le 12 juin, le royaume chérifien confirme son engagement dans la lutte contre ce fléau. Ces dernières années, plusieurs conventions et protocoles ont d'ailleurs été ratifiés afin de consolider la protection des droits de l'enfant. La Constitution a consacré les droits de l'enfant comme étant des droits constitutionnels, avec une intention particulière à leur protection. Ces mesures doivent être renforcées, notamment par l'harmonisation de la législation nationale avec le cadre normatif international en matière des droits de l'enfant. Mise en place en 2002, la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants occupe une place importante au Maroc, où 193 000 enfants âgés de 7 à 17 ans exerçaient un travail dangereux en 2015. Elle vise à mettre en avant l'étendue mondiale du travail des enfants, mais aussi les actions et les efforts nécessaires pour mettre fin à cette pratique. Une grande partie de cette population est constituée de ménages qui n'ont pas les moyens de prendre en charge convenablement leurs enfants et sont obligés de les envoyer au travail. Il y a aussi le deuxième paramètre, c'est celui que les lois en général qui sont adoptées ont beaucoup de mal à être appliquées dans les pays africains. Et le Maroc, malgré qu'il soit parmi les pays africains
les plus économiquement avancés n'est pas, en tout cas, au-dessus de cette situation générale en Afrique. Plus de 10 ans après la mise en place de cette journée mondiale, les textes législatifs relatifs au travail des enfants n'ont pas encore suffi à éradiquer ce fléau. L'État marocain prévoit de s'engager dans de nouvelles politiques d'accompagnement des enfants, mais également d'information et de sensibilisation de la population. Au Kenya, un immeuble s'est écroulé en Nairobi, faisant plusieurs disparus. Selon la police, des signes annonçaient l'effondrement de cet immeuble de 7 étages. Regardez. Au moins 15 personnes sont portées disparues après l'effondrement d'un immeuble de 7 étages à Nairobi, au Kenya. C'est dans la nuit de lundi à mardi que ce bâtiment a cédé dans le quartier Kware Mbakassi. Des fissures ont été identifiées lundi dans la soirée. Une opération d'évacuation d'urgence avait alors été organisée avant que l'immeuble ne s'écroule 2 heures plus tard. Sur place, les secours s'activent et tentent de retrouver des survivants dans les décombres. Cet immeuble montrait des signes d'effondrement il y a une semaine de cela. Nous avons aperçu de gros trous dans ce bâtiment qui ont par la suite été camouflés avec du ciment. C'était bien. Mais hier, nous avons découvert que l'immeuble de cet étage s'est effondré vers 19 h et les gens ont disparu. Selon la Croix-Rouge, au moins 121 personnes ont eu la vie sauve. La plupart d'entre elles ont accepté d'évacuer les lieux à temps. Cependant, quelques familles pourraient encore se trouver piégées dans les gravats. La capitale nigériane, Lagos, est aussi la capitale de la mode africaine, faisant la promotion des tenues traditionnelles. Au Nigeria, la nouvelle tendance est beaucoup suivie par la jeunesse. Dans les rues de Lagos, au Nigeria, il n'est pas rare de voir des hommes habillés en tenue traditionnelle. Amples et légères, ces tuniques sont au contraire devenues la nouvelle tendance. Omobolaji est tailleur, il s'est spécialisé dans la confection de ses habits. Son carnet de commandes ne désemplit pas. Quand vous sortez le lundi matin et que vous mettez une tenue traditionnelle, ça veut dire que vous êtes un entrepreneur. D'habitude, vous vous réveillez, cravate, chemise, tout le monde se précipite. Mais quand vous avez un rendez-vous, vous avez envie de dire aux gens « Ok, je suis africain, je viens de Lagos au Nigeria, voici mon style ». Chanteur à la mode, homme d'affaires et jeunesse branchée, tous ont adopté ces tenues inspirées des costumes traditionnels du Nigeria. Une tendance unique en Afrique, où bien souvent la mode occidentale s'impose aux hommes. J'aime avoir un look différent et je m'habille souvent en traditionnel pour travailler du lundi au vendredi. Je trouve cela très confortable et très à la mode. Les gens les aiment simples, sans trop de broderie ou d'imprimés voyants, des choses faciles à porter. Une mode qui s'invite aussi sur les podiums des défilés de Lagos, capitale de la mode africaine. Nelly Wanji a ouvert un magasin de mode africaine à Paris. C'est désormais ici qu'elle vient dénicher les nouvelles tendances. Les femmes sont très internationales dans leur silhouette, avec des robes que toutes les Parisiennes pourraient porter. Mais les hommes en particulier, ils ont une tenue qui est très locale et que je trouve très intéressante à ramener à Paris. Avec plus de 500 ethnies, le Nigeria regorge de traditions vestimentaires, une source intarissable d'inspiration pour les stylistes pour partir à l'assaut de la mode masculine internationale. À l'international, le Parlement hongrois a adopté une loi controversée sur les organisations non gouvernementales. Pour la Commission européenne, cette loi fait courir aux ONG le risque d'être discriminées. Le Parlement hongrois finit par adopter une loi controversée sur les organisations non gouvernementales. Hier, les députés ont largement voté le texte qui forcera les ONG, qui reçoivent plus de 24 000 € de fonds étrangers, à s'inscrire sur une liste spécifique. La Commission européenne avait mis en garde Budapest, estimant que le texte fait courir aux ONG, telles qu'Amnesty International, le risque d'être discriminées.
Amnesty International milite pour la transparence au niveau européen. Mais le fait est que la législation en vigueur jusqu'ici en Hongrie était adéquate, insiste Iverna Mangohan. Les ONG sont déjà obligées d'identifier leurs donateurs et les autorités peuvent le vérifier. Il s'agit de viser les ONG, d'entamer leur crédibilité et de leur rendre la vie difficile. Des lois similaires ont été votées en Russie récemment. Plusieurs dizaines de milliers de Hongrois ont manifesté inlassablement contre ce projet ces derniers mois. Une loi qui semble viser tout particulièrement la fondation du milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros, devenu la bête noire du chef du gouvernement, Viktor Orban. La Commission européenne a décidé de lancer les procédures d'infrastructure contre la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Cette procédure vise à faire respecter les règles en matière de relocalisation des réfugiés. Le système européen de relocalisation des réfugiés annonce de nouvelles tensions. La Commission européenne a décidé de lancer des procédures d'infraction contre la Pologne, la Hongrie et la République tchèque qui refusent d'accueillir des demandeurs d'asile. Pour le commissaire chargé de la migration, il s'agit de respecter les règles communes. Il est obligatoire et contraignant pour tous les États membres de se conformer et de mettre en œuvre les promesses faites. Les sanctions sont d'une certaine façon définies par la procédure d'infraction, sans rentrer dans les détails sur la nature de ces sanctions à venir, mais elles peuvent être évitées. Pour l'eurodéputé polonais Jacek Saryusz-Wolski, la méthode employée sur cette question migratoire n'est pas la bonne. Je pense que nous devons nous asseoir ensemble et nous entendre de façon plus consensuelle plutôt que de pousser sur certains États membres les décisions d'autres pays membres qui veulent se débarrasser de leurs problèmes sans reconnaître ni respecter les difficultés des uns et des autres. Ce n'est pas du tout l'esprit de solidarité. L'Union a décidé en 2015 de relocaliser en 2 ans 160 000 demandeurs d'asile arrivés en Grèce et en Italie, mais actuellement un peu plus de 20 000 personnes ont bénéficié de ce dispositif. Les négociations pour la réunification de l'île de Chypre doivent reprendre le 28 juin à Genève. Les pourparlers se dérouleront sous l'égide du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Découvrons ensemble cette île. Point stratégique en Méditerranée orientale, Chypre est scindée en deux depuis 1974. L'armée turque avait alors envahi le nord de l'île en réaction à un coup d'État manqué qui visait à rattacher le pays à la Grèce et inquiétait la minorité turcophone. 200 000 personnes avaient dû fuir, les Chypriotes grecs vers le sud et les Chypriotes turcs vers le nord, abandonnant derrière eux leurs maisons, biens et terrains. Toujours profondément divisée, l'île compte aujourd'hui 1 million d'habitants. La République de Chypre, reconnue par la communauté internationale et membre de l'Union européenne, gouverne la partie sud. L'autoproclamée République turque de Chypre du Nord, qui administre la partie nord, n'est reconnue que par Ankara. Une solution de paix consisterait à créer un État fédéral composé de 2 entités. Mais des clivages demeurent, comme l'épineuse question des propriétés spoliées. Dans le nord, des propriétés et terres chypriotes grecques sont désormais occupées par des chypriotes turcs, des colons turcs ou des étrangers. Dans le sud, le gouvernement a attribué les maisons de chypriotes turcs à des réfugiés chypriotes grecs. Autre point sensible au cœur des discussions, les ajustements territoriaux et la sécurité. S'il a toujours été admis que les chypriotes turcs devraient céder une partie du territoire qu'ils contrôlent, le tracé des limites internes et la part des terres à restituer divisent les délégations depuis 4 décennies. 30 000 soldats turcs sont d'ailleurs déployés sur l'île et cette présence militaire est vue comme l'un des principaux obstacles à la réunification. En 2003, les déplacements internes ont été facilités, permettant aux Chypriotes de chaque communauté de traverser la ligne verte, zone tampon démilitarisée contrôlée par l'ONU. L'année suivante, un plan de réunification piloté par l'ONU a été soumis à référendum et approuvé par la majorité des Chypriotes turcs, mais largement rejeté par les Chypriotes grecs. Chypre a ensuite rejoint l'Union européenne, mais tant qu'aucun accord de paix n'est conclu, la législation communautaire ne peut s'appliquer qu'à la partie sud de l'île. Les sanctions adoptées contre le Qatar par l'Arabie saoudite et ses alliés perturbent la vie de milliers de personnes. Doha tente de convaincre de l'authenticité de ses efforts pour lutter contre le terrorisme. Un allié de taille, alors que le Qatar cherche des soutiens. Lors de sa rencontre avec son homologue qatari, le ministre russe des Affaires étrangères a appelé au dialogue
et a promis d'aider à résoudre la crise. Les relations entre nos partenaires sont en train de se détériorer et cette situation nous déplaît. Nous sommes favorables à une résolution de ces désaccords à travers un dialogue respectueux et équitable. Un soulagement pour le Qatar au lendemain de la prise de position des États-Unis. Alors que Donald Trump prônait l'apaisement, il a finalement accusé Doha de financer le terrorisme. Le Qatar est malheureusement connu dans l'histoire pour avoir financé le terrorisme à grande échelle. Donc il faut que nous prenions une décision. Faut-il choisir la facilité ou allons-nous prendre des mesures dures mais nécessaires? Nous devons arrêter le financement du terrorisme. Lundi, 5 pays ont rompu leurs relations diplomatiques et économiques avec le Qatar. Parmi eux, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Yémen. Une décision radicale après la publication de propos controversés de l'émir du Qatar sur l'agence de presse officielle. De son côté, Doha dénonce un piratage informatique. L'Arabie Saoudite a fermé sa frontière avec le Qatar, un blocus dont les conséquences pourraient être lourdes. 40% de l'approvisionnement alimentaire du Qatar transite par cette frontière. Le Parlement japonais a voté une loi permettant à l'empereur Akihito abdiquer en faveur de son fils aîné. L'empereur très populaire avait fait savoir qu'il souhaitait céder sa place en raison de son âge avancé. L'abdication d'un empereur n'avait jamais été envisagée. Le Japon n'avait même aucun mécanisme légal pour autoriser une telle décision. Akihito, 125e empereur du pays, devrait donc être le premier de l'ère contemporaine à rendre son tablier après près de 30 ans en poste. L'empereur actuel jouit d'un soutien d'une grande majorité des Japonais. Et cette situation peut faire peur au pouvoir en place, car un faux pas de ce dernier pourrait entraîner sa perte. En août dernier, Akihito, 83 ans, avait parlé à la surprise générale de ses craintes sur sa capacité à assumer ses fonctions en raison de son âge. Manifestement, si l'abdication est une grande première, un changement du mode de succession n'est en tout cas pas à l'ordre du jour. Il est nécessaire que certains éléments changent en fonction des époques. Mais il y a aussi un socle qui doit rester le même. Ce socle, c'est la succession masculine. La presse japonaise dévoile que l'empereur pourrait renoncer à ses fonctions dès la fin de l'année prochaine. La date précise sera fixée par décret. Ce serait alors son fils, le prince héritier Naruhito, qui prendra la relève. Terminons ce journal avec un mot de sport. Sarang sera la plus petite ville du mondial 2018, mais la cité connue pour ses colonies pénitentiaires ne fera pas de folie de grandeur. Elle prévoit des tribunes démontables au stade et un aéroport temporaire. Sujet. Le terminal sera juste là-bas, là où il y a l'excavatrice. Capitale de la Mordovie, Saransk aura bientôt son tout premier aéroport international. Un luxe pour la plus petite des 11 villes du mondial russe, mais un luxe provisoire. Ce sera le premier aéroport temporaire. Il ne sera là que pour la Coupe du Monde. Le terminal international sera démonté après la compétition. Le nouveau stade, lui, passera de 45 000 à 30 000 places une fois le mondial terminé. L'objectif, éviter les énormes et coûteuses infrastructures traditionnellement laissées en héritage par les compétitions sportives internationales. D'un point de vue financier, nous sommes l'une des villes les moins chères, voire la moins chère. Nous ne voulons rien construire d'excessif, seulement des sites que les gens pourront utiliser ensuite. Petite ville à l'échelle russe, Saransk, avec ses 300 000 habitants, a peu de contact avec l'extérieur et n'est pas une terre de football. Pourtant, les organisateurs assurent que près de 5000 personnes se sont inscrites pour faire partie des volontaires du mondial. Une occasion unique pour certains de s'ouvrir au monde extérieur. Il y a plusieurs étudiants turkmènes dans ma classe. J'ai donc déjà parlé avec des étrangers. Mais je suis quand même inquiète. C'est un événement tellement grand.
Moi non, je n'ai jamais parlé à un étranger malheureusement. Dans un an, Saransk accueillera 4 matchs du mondial et avec eux des milliers de supporters étrangers qui dormiront dans des hôtels, eux aussi provisoires. Fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.